Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. C'est René Rude qui me perturbe. Je sais que j'envoie Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. L'actualité internationale nous emmène où? On repart du côté de l'Ukraine où on observe une évolution dans l'actualité concernant cette guerre qui oppose déjà la Russie depuis 3 ans. Puisque, pour faire un petit rappel rapide, il faut se rappeler que lundi dernier, une délégation ukrainienne était arrivée en Arabie Saoudite, une délégation qui avait rencontré la délégation américaine, qui avait également fait le déplacement. Et donc, ces deux délégations étaient parvenues à une solution, c'est-à-dire que les Américains avaient permis de faire accepter aux Ukrainiens l'idée de mettre en place un cessez-le-feu, donc un arrêt temporaire des hostilités avec la Russie. Maintenant, évidemment, les termes de ce contrat-là les termes de cet accord que les Américains ont pu arracher aux Ukrainiens ne sont pas encore véritablement clairs, puisque on sait déjà qu'un certain nombre de garanties que les Ukrainiens avaient d'abord demandé comme préalable pour l'obtention de ce cessez-le-feu-là ne pourront pas leur être accordées. Il faut savoir que les Ukrainiens avaient demandé qu'il y ait d'abord un arrêt des hostilités dans les airs et sur la mer, mais pas sur le front terrestre. Ça, évidemment, c'est hors de question. Les Américains veulent un cessez-le-feu dans tous les domaines, aussi bien terrestre qu'aérien et maritime. Les Ukrainiens avaient également demandé que, si vous voulez, des garanties de sécurité quant au respect de ce cessez-le-feu-là soient apportées par la présence de troupes européennes sur le sol ukrainien. Si les Américains s'étaient montrés favorables à une telle éventualité, les Russes ont immédiatement fait savoir qu'ils ne voudraient voir sur le sol ukrainien aucune troupe appartenant à l'OTAN, parce que l'OTAN est partie prenante dans ce conflit, puisqu'elle est le principal soutien ukrainien face à ce qu'elle qualifie comme étant une invasion de son territoire. Et donc, maintenant, en dépit de cela, les Ukrainiens ont quand même accepté qu'il y ait l'idée d'un cessez-le-feu. On pensait également que, pour ce qui concerne la région de Koursk, dans laquelle les Ukrainiens sont présents depuis près d'1 an et demi, même si cette présence, on le sait, est en train de se limiter à quelques kilomètres carrés, on le sait déjà, le commandement militaire ukrainien a demandé à ces troupes les dernières troupes qui se trouvaient dans la région, dans la ville de Soudja, ont commencé déjà à se retirer. Certains sont malheureusement bloqués encore à l'intérieur des tranchées qu'ils avaient fabriquées. Ils se sont fait encercler par les troupes russes. Et donc, Vladimir Poutine l'a dit hier au cours d'une conférence de presse qu'il accordait à la presse russe et à laquelle assistait le président Alexandre Loukachenko de la Biélorussie. Il a affirmé que... Et Kadyrov, lui, c'est un gadou. Ramzan Kadyrov, c'est le président de la Tchétchénie. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Et donc, pour Vladimir Poutine, le succès militaire, il est là, il est indéniable. Reste à régler la question de ces militaires-là qui seront soit appréhendés ou qui risquent de se faire tuer sur le sol russe dans la région de Koursk. Et donc, pour Vladimir, face à cette situation, évidemment, les Américains ont envoyé un émissaire, et pas des moindres, il s'agit de Steve Witkoff. Steve Witkoff, c'est un avocat de carrière qui lui aussi a fait fortune dans l'immobilier. Il avait d'abord été nommé en janvier dernier envoyé spécial des États-Unis dans le Moyen-Orient. C'est à lui qu'on doit évidemment un certain nombre de succès à la diplomatie américaine, à savoir la mise en place d'un véritable cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, et surtout la libération de près d'une soixantaine d'otages aujourd'hui qui étaient tenus, enfin une soixantaine d'Israéliens qui étaient tenus en otage par le Hamas. Et puis en contrepartie, on a vu que non seulement il y avait un arrêt des bombardements de la part d'Israël, un retrait des troupes israéliennes sur une large partie de la bande de Gaza, et surtout l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette partie qui est totalement dévastée, et près de 2 millions d'habitants ont absolument besoin de l'aide humanitaire pour pouvoir survivre. Même s'il y a encore des tensions aujourd'hui, il faut savoir qu'Israël a coupé
la fourniture d'électricité à la bande de Gaza. Elle a suspendu encore l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais bref, ce sont un certain nombre de choses sur lesquelles il va encore s'atteler pour essayer de faire passer l'accord pour permettre de passer à la phase 2 de l'accord qui avait été négocié à Doha entre le Hamas et Israël sous justement l'égide de Steve Witkoff. Et donc c'est ce même négociateur qui a été envoyé en Russie parce qu'évidemment il faut comprendre que Kev Kellogg qui avait été nommé lui émissaire de Donald Trump en Russie, les proches conseillers de Donald Trump ont estimé qu'il avait des positions un peu trop dures envers la Russie et que cela ne pourrait pas permettre véritablement d'obtenir le résultat immédiat tant espéré et tant recherché par Donald Trump. Et donc c'est la raison pour laquelle on a assisté à une espèce de retrait de Kev Kellogg et à la mise en avant de Steve Witkoff qui est arrivé à Moscou hier et qui devrait, après avoir rencontré les proches conseillers de Vladimir Poutine, devrait peut-être rencontrer le président russe aujourd'hui. Tout dépendra du résultat des échanges qu'il aura avec les conseillers de Vladimir Poutine. Mais au cours de cette conférence de presse, il faut savoir qu'après les négociations entre Ukrainiens et Américains, dans lesquelles ces derniers, les Ukrainiens acceptaient l'idée d'un cessez-le-feu, une certaine partie de la presse, notamment la presse mainstream occidentale, avait estimé que la balle était déjà dans le camp russe. Et c'est vrai, c'était des propos tenus par Marco Rubio, sauf qu'il y avait un certain nombre de conditions qui avaient été mises en avant par les Ukrainiens qui étaient difficilement acceptables et surtout qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre concernant la garantie de ce cessez-le-feu-là. Et donc, on en sait un peu plus par rapport à la position que devraient adopter les Russes. Je dis devraient parce qu'ils n'ont pas encore donné de réponse officielle. Mais ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine, au cours de cette conférence de presse hier qu'il a donnée au Kremlin, a fait savoir que, il épousait l'idée d'un cessez-le-feu et pour cela, il a réitéré ses remerciements à Donald Trump pour avoir pris résolument le chemin de la paix dans cette affaire. Et puis, deuxièmement, il a quand même tenu à rappeler un certain nombre de préalables, c'est-à-dire que pour lui, la mise en œuvre d'un cessez-le-feu doit requérir un certain nombre de positions, d'éclairage. C'est ce qu'il parle lorsqu'il emploie le terme de nuance, parce qu'il y a des zones d'ombre pour lesquelles il faut immédiatement lever le voile afin de permettre une signature tout à fait sereine de cet accord de cessez-le-feu. Et donc, cette signature, ces zones d'ombre, il a commencé à énumérer quelques-unes, à savoir qui devra assurer le contrôle de ces garanties de cessez-le-feu sur toute la ligne de front, qui fait quand même près de 2000 km. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui devrait arriver si l'une des deux parties ne respecte pas le cessez-le-feu, quelles devraient être les solutions, quelles devraient être les sanctions ou les mesures à prendre. Et donc, et troisièmement, quelles sont les troupes qui devraient justement assurer ce rôle de garantie de cessez-le-feu. Alors, on sait que les Russes ne veulent pas de troupes européennes, alors que c'est ce que les Français et les Britanniques veulent. Ils avaient même dû commencer à préparer, si tu veux, l'après-signature de ce cessez-le-feu-là dans le cadre de ce qu'ils considèrent comme étant des garanties nécessaires pour l'Ukraine. Or, les Russes n'en veulent absolument pas, mais les Russes ont néanmoins ouvert une porte concernant notamment une organisation dont évidemment le rôle a été quelque peu détourné ces dernières années, mais dont la création il y a près d'un demi-siècle servait justement de moyen de relais entre l'Europe de l'Ouest et cette partie Europe de l'Est et même la partie eurasienne de l'Europe. Et donc, cette organisation, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Et donc, cette organisation qui avait été décriée par Vladimir Poutine après les événements du 24 février 2022, puisque l'OSCE avait carrément pris fait et armes pour le camp occidental, sortant justement de son rôle de pont entre le monde eurasien et celui de l'Europe occidentale. Et donc, Vladimir Poutine, lui, il estime que l'OSCE pourrait jouer de nouveau ce rôle de pont entre ces deux univers-là, entre ces deux blocs-là, afin de permettre
de trouver des solutions ou de trouver des solutions concernant la mise en œuvre non seulement d'un cessez-le-feu, mais surtout d'une paix durable dans la région. Et donc, pour Vladimir Poutine, ce ne serait pas les troupes européennes qui pourraient jouer ce rôle-là de contrôle de la mise en œuvre d'un plan de cessez-le-feu, mais plutôt l'OSCE, à l'intérieur duquel on trouve des pays, notamment des pays d'Europe centrale, d'anciens pays d'Europe de l'Est, quelques pays aussi d'Europe de l'Ouest. Donc, sous la bannière de l'OSCE, Vladimir Poutine serait plus apte à accepter l'éventualité d'une présence de troupes sur le sol ukrainien. Bon, maintenant, évidemment, ça, ce sont des choses qu'il a pu, que l'on pourrait décrypter par rapport à ce qu'il a dit hier, mais il a rappelé qu'en réalité, les vraies conditions, les vrais termes de ce cessez-le-feu-là devraient se négocier en plus haut lieu, notamment entre lui et Donald Trump, et il n'exclut pas, évidemment, le fait de devoir même avoir une discussion directe avec Donald Trump par appel téléphonique pour essayer à son avis, de définitivement écarter toute zone d'ombre dans la mise en œuvre probable ou potentielle de ce cessez-le-feu. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième aussi, qui est tout à fait importante, c'est dans la temporalité. C'est-à-dire que pour Vladimir Poutine, ce cessez-le-feu ne pourrait pas entrer en vigueur avant la fin, si tu veux, de la reconquête de toute la région de Koursk. Mais ils ont fini avec Koursk, non? Ils n'ont pas encore fini, puisqu'on estime qu'il y a à peu près quelques milliers de soldats qui sont pris en étau à l'intérieur de la ville en périphérie, pas à l'intérieur, pardon, mais en périphérie de la ville de Soudja. Il y a encore des soldats ukrainiens qui sont là. Les Russes sont parvenus à les prendre à revers. Ils sont passés par un gazoduc, oui. C'était quand même une opération assez extraordinaire. C'est-à-dire que... mais tout ça, c'est quand même la faute des Ukrainiens. Il faut savoir que au mois de janvier, Volodymyr Zelensky avait pris un décret qui mettait un terme à la concession d'un gazoduc qui traversait l'Ukraine et qui passait par la région, enfin qui venait par la région de Koursk, traversait l'Ukraine et allait en Turquie pour apporter le gaz ensuite en Allemagne. Et donc, les militaires russes s'étaient rendus compte que ce gazoduc-là n'étant plus exploité, c'est quand même un gazoduc qui fait à peu près 2,50 mètres, 2,60 mètres de diamètre. Et donc, ils se sont dit que comme ce gazoduc-là, en plus, traverse carrément la ville de Soudja, et donc ça pouvait être un excellent moyen pour les Russes de pouvoir pénétrer dans la ville, parce qu'il faut quand même reconnaître que les Ukrainiens avaient réussi à bâtir des fortifications qui rendaient particulièrement difficile aux soldats russes de pouvoir les déloger de là. Et donc là, ils vont se dire qu'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire en utilisant ce gazoduc. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont vider le reste de gaz qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'on ne pouvait pas y mettre des soldats. C'était trop dangereux, c'était même mortel à cause des émanations de gaz qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont pompé de l'oxygène exactement dans le gazoduc. Et la troisième chose, ils ont permis maintenant aux soldats de rentrer dans ce gazoduc. Il faut savoir que les soldats ont mis près de 5 jours pour faire à peu près une dizaine de kilomètres à l'intérieur du gazoduc. Donc, ils mangeaient dedans, ils dormaient et ils ont évolué complètement à l'intérieur pour ensuite sortir de l'autre côté et prendre à revers les troupes ukrainiennes. Même si on a constaté que, évidemment, cette attaque s'est faite quand même au prix de pertes du côté russe, mais ça a quand même permis de prendre le contrôle de la zone dans laquelle, la zone qui est du côté de la frontière avec l'Ukraine, permettant ainsi aux Russes de couper toute la ligne logistique qui permettrait aux soldats ukrainiens de pouvoir s'approvisionner depuis l'Ukraine et de pouvoir donc garantir la fortification qu'ils avaient et leur occupation qu'ils avaient de la ville de Soudja. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des soldats ukrainiens qui sont là, mais qui sont bloqués. Et donc, pour Vladimir Poutine, il faut d'abord régler la question de ces soldats-là, soit leur reddition, soit lui-même il le dit, leur extermination, avant éventuellement de pouvoir penser que on pourrait mettre en place un cessez-le-feu
parce que pour les Russes, il ne faut pas oublier que l'année dernière, lorsque les Ukrainiens avaient lancé l'assaut de l'enclave de Kursk, c'était pour occuper une partie du territoire russe, comme les Russes occupent une partie du territoire ukrainien, avec l'option de pouvoir échanger ce territoire russe contre le territoire ukrainien lors de prochaines négociations. Or, pour les Russes, il a toujours été clair qu'il était hors de question de pouvoir mettre en œuvre un tel échange. Et donc, pour les Russes, il est essentiel de pouvoir récupérer la totalité. Et donc, si je comprends bien, les Russes se battent sur deux fronts. La zone de Kursk, la région de Kursk et la région du Donbass, ou bien c'est la même chose? Non, c'est pas du tout la même chose. Ils se battent sur la région de Kursk et sur la région du Donbass. Dans la région du Donbass, évidemment aussi, on sait que les gains sont aussi... les gains ne sont certes pas spectaculaires, mais on sait que, par exemple, cette semaine, l'armée russe a revendiqué la prise de 3 petits villages aux alentours de la ville de Povorsk. Povorsk aussi, c'est une ville qui est également très fortifiée par l'armée ukrainienne et à l'intérieur de laquelle les Russes ont compris qu'ils auraient des difficultés à pouvoir pénétrer parce que cela nécessiterait de faire une espèce de guérilla urbaine. Or, la guérilla a ceci de particulièrement néfaste, c'est que c'est très... ça consomme beaucoup de vie humaine. C'est très dangereux parce qu'il faut libérer quartier par quartier, maison par maison, et ça entraîne parfois énormément de pertes humaines. Or, pour les Russes, ils veulent gagner cette guerre-là en minimisant au maximum les pertes humaines. C'est la raison pour laquelle ils utilisent principalement l'artillerie et les drones. Ces deux moyens-là leur permettent de minimiser au maximum les pertes du côté des forces armées russes. Et donc, on voit que pour les Russes, ils restent particulièrement cohérents à leur ligne de départ. C'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine parlait également du règlement des causes profondes de la guerre en Ukraine avant de discuter éventuellement pour une question d'accord de paix. Et donc, on voit déjà que les choses se dessinent de plus en plus vers la fin des hostilités, soit temporaires, soit définitives. Mais je pense qu'on va d'abord vers un arrêt temporaire des hostilités. Mais on voit déjà que les conditions, la mise en forme de cet arrêt, la mise en forme de cette paix temporaire-là est en train de se mettre en œuvre sous l'égide à la fois des Américains et des Russes qui restent en réalité les véritables maîtres du jeu. Mais je dirais que celui qui est véritablement en fait le maître du temps, le maître des horloges, c'est Vladimir Poutine. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que Donald Trump, c'est quelque chose avec laquelle Donald Trump devra véritablement s'adapter s'il souhaite mettre en place cette promesse de campagne de mettre un terme rapidement à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale, sur la radio La Piote de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.